Chers amis, bonjour, on se retrouve depuis Ashdod pour les passions d'un Hébreu et non plus depuis Kiryat Arba. Mon sujet, comment redonner de la moralité à la politique et à la société. Des politiciens grimpant sur des tables et se criant dessus sans aucune retenue. Nous en voyons de part et d'autre. Des conducteurs qui se font agresser dans la rue parce qu'ils ont osé doubler ou klaxonner. Des coups de feu et des menaces au couteau contre des passants dans les rues, abus des tout-petits dans les jardins d'enfants, violences domestiques. Il n'y a pas de fin, par ailleurs, au débat venimeux sur les réseaux sociaux. La corruption politique et la division du peuple en camps et en tribus nous est bien connue. Il semble que la moralité de la société, ces jours-ci, se détériore à un rythme croissant. Et vous ne savez jamais ce que l'avenir nous réserve, ce qui peut être fait. Existe-t-il réellement un moyen d'arrêter cette décadence de civilisation et de guérir notre société? Un professeur américain du nom de James Hankins affirme que les réponses à cette question se trouvent dans les pages de l'histoire, car l'humanité a été confrontée à un problème similaire par le passé. Quand? Eh bien, à la fin du Moyen-Âge, au XIVe siècle, quand il n'y avait pas beaucoup de chances de restaurer la société moralement et éthiquement, jusqu'à ce qu'un homme se lève et trouve un baume. Après des tâtonnements, des échecs et des succès, elle a conduit à un vaste changement dans la société et la politique, à une restauration progressive des mœurs et des vertus, et à ce que l'on appelle aujourd'hui la période de la Renaissance. 400 ans d'une culture, d'une philosophie sans précédent, une élévation artistique et scientifique dans laquelle des personnages que nous connaissons tous, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Copernic, Shakespeare. L'opinion populaire aujourd'hui est que la période de la Renaissance a commencé après que les gens se soient lassés de la culture médiévale. Ils ont redécouvert les livres de la période classique, c'est-à-dire la période antique de la Grèce et de la Rome, et ont traité leur contenu comme une nouvelle mode. Vers la fin du XIVe siècle, la société européenne a connu de nombreux bouleversements. La vaste corruption de l'Église a conduit au fait que les croisades initiées par les papes ont entraîné d'énormes pertes en vies humaines. Dans le même temps, le pouvoir tyrannique du roi et de l'État s'est accru et le pape est devenu un outil politique de la monarchie. Tout cela dans le contexte de l'épidémie de cette fameuse peste noire qui a tué environ un tiers ou plus peut-être de la population européenne. Les statistiques n'existent pas alors. Les Italiens ont vu que les politiciens ne faisaient pas leur travail, que la religion chrétienne était corrompue, et qu'en général, ils s'éloignaient du genre de société qu'imaginaient les gens de l'Antiquité et les gens du Moyen-Âge, explique le professeur Hankins. À ce stade, un homme, Pétrarque, Francesco Pétrarque, célèbre poète et érudit italien, s'est levé et a décidé que la solution au problème ne devait pas être trouvée en changeant la forme du gouvernement ou en renforçant l'application des lois qui protégeraient les gens de la corruption. Afin de restaurer la société, réalisa-t-il, sa morale devrait être changée de l'intérieur. Pétrarque a lu un grand nombre d'œuvres littéraires de l'Antiquité. Dans les années 1440, il était déjà devenu une sorte de célébrité dans les cours royales d'Europe. D'Europe, mal prononcé. Après que la peste noire ait tué plusieurs de ses amis, il a décidé de lutter contre la corruption de cette ère en donnant des conseils aux princes d'Europe. Parce qu'il les croyait corrompus. Il n'a pas rejoint leur cour royale, mais a seulement essayé de les influencer de l'extérieur. En pratique, il leur a permis de lire des ouvrages de littérature classique, littérature morale et philosophie depuis l'Antiquité. C'est lui, Pétrarque, qui va faire revivre les classiques anciens et lancer ce mouvement qui deviendra si célèbre, celui de la Renaissance. Il croyait que le monde moderne avait perdu quelque chose que les gens possédaient à l'époque classique. Bien que le monde antique était loin d'être parfait, certes.
Il y avait de la violence, de la cruauté. Mais à certaines périodes, plus spécifiques, il a connu un succès incroyable. Il avait des vertus et une sagesse enseignée par les philosophes. À un moment donné, Pétrarque ne s'est pas contenté de conseiller au prince de lire la littérature classique. Il s'est rendu compte que pour raviver la vertu et la sagesse dans l'ensemble de la société, il fallait relancer le système d'éducation classique. Cela rappelle, bien sûr, à certains d'entre nous, ce que Socrate a essayé de faire dans les temps anciens, restaurer la moralité dans la société après que celle-ci se soit détériorée. L'approche de Socrate était philosophique. Les gens devraient regarder à l'intérieur d'eux-mêmes, de leur société, trouver ce qui est juste, la vérité. Pétrarque était lui conscient de ce que faisait Socrate, mais il avait une idée différente. Il ne voulait pas rivaliser avec le christianisme ou entrer en conflit avec l'État, ni avec la religion, ni avec l'État, comme cela est arrivé à l'époque de Socrate. Il vivait dans un monde chrétien, au sein des valeurs chrétiennes, dans la théologie chrétienne, donc il a adopté une approche différente. Aujourd'hui, nous appelons cela les humanités. Bien que ce que l'on entend aujourd'hui soit différent de ce qui était alors enseigné par Pétrarque. À cette époque, les écoles enseignaient des techniques d'apprentissage telles que l'art du langage, la grammaire, la logique, la rhétorique, c'est-à-dire comment parler correctement, comment parler logiquement et comment parler avec force aussi. Elles enseignaient l'art du calcul, de la géométrie, de la musique et de l'astronomie. Il s'agissait de techniques, certes, non de choses qui changeaient la nature d'une personne. Le concept à l'époque était que la religion changerait l'être. La grâce et la révélation de la foi chrétienne vous changeraient, comme dans toutes les religions d'ailleurs. Il y avait juste un problème. Au XVe siècle, selon Pétrarque, il n'était plus efficace parce que l'Église elle-même était corrompue. Si le christianisme est corrompu, il ne peut pas vous changer pour le mieux et le meilleur. Et donc, il va vouloir proposer d'ajouter une nouvelle couche à l'éducation. L'étude de la poésie, de l'histoire, de la philosophie morale. Justement, de ces matières qui aujourd'hui paraissent si étranges et dont on pourrait se séparer. Pétrarque croyait que si les gens prenaient cela, ils s'amélioreraient. S'ils lisaient la poésie du poète romain Virgile, s'ils lisent l'Énéide, l'œuvre de Virgile, qui raconte le héros aîné et les actes moraux qu'il a accomplis, s'ils le mémorisent, l'intériorisent d'une manière ou d'une autre, leur moralité changera pour le mieux. S'ils savent lire à propos de la philosophie morale de Cicéron ou de Sénèque le stoïque, cela les changera certainement. Si vous pouvez penser comme Sénèque et écrire comme le poète romain Virgile, vous pourriez agir comme eux. Bien sûr, c'est une idée assez innocente, mais il y a quelque chose de vrai en cela. Le but était de mettre en valeur l'excellence humaine dans tous les domaines, en se concentrant sur la vertu. Pétrarque, lui, croyait que ceux qui étudient les sciences humaines deviendront une meilleure personne, un meilleur leader, un meilleur citoyen et un meilleur fonctionnaire. Pourquoi pas? Ceci est très différent de l'approche qui prévaut dans la société d'aujourd'hui, qui tente de résoudre les problèmes sociaux et la corruption par la promulgation de lois ou même en modifiant la structure politique. Est-ce assez? Est-ce le sens qui résoudra le problème? Lorsque le mouvement de Pétrarque est né, la perception a changé. Ils ont pensé à la façon d'enseigner aux dirigeants et au peuple les vertus, les valeurs. Dans cette Italie du Moyen-Âge, les juristes se concentraient sur la Constitution, les institutions et l'adoption des lois. Ils croyaient que s'ils votaient une certaine loi, ils seraient en mesure d'endiguer le problème. Que nenni, mon ami. Le mouvement de Pétrarque, lui, croyait qu'il n'y aurait plus de vol dans la société seulement quand les gens croiraient, penseraient que voler est un acte scélérat. Et pour cela, devoir apprendre la vertu et la philosophie morale.
Nous le savons bien, aujourd'hui plus que jamais, que tout cela nous est nécessaire. La différence est qu'à l'époque moderne, nous abordons les études humanistes sans en comprendre l'essence. Nous ne croyons pas que la littérature ait le pouvoir de changer les gens, comme je vous le disais précédemment. Nous ne croyons pas aux vertus, nous pensons que chacun devrait avoir son propre ensemble de valeurs. Nous ne comprenons pas profondément l'idée que vous pouvez apprendre à être bon. Beaucoup d'entre nous qui abordent les études humanistes pensent que la tradition n'a pas vraiment de valeur, sans se rendre compte que la tradition est la façon dont vous apprenez à être une bonne personne. Ce qui reste aujourd'hui de cette époque, de la Renaissance, ce sont quelques petits morceaux isolés les uns des autres. Un peu d'art, un peu de musique, peut-être de la philosophie, sans aucun dénominateur commun, les reliant et en faisant un tout. Une autre différence réside dans la compréhension de l'amélioration des vertus. Celle-ci est quelque chose de différent de la moralité. L'amélioration des vertus à la Renaissance était liée à la capacité de l'homme à créer de bonnes choses. On croyait qu'un artiste comme Michel-Ange avait la capacité à créer des choses si belles, des scènes célestes, des allégories, car il avait des vertus. Et l'inverse est également vrai. Il avait de bonnes qualités, car il était capable de créer de grandes choses. À la Renaissance, les capacités artistiques de Michel-Ange étaient liées à sa moralité. Il en va de même pour Raphaël, le peintre, et d'autres artistes. C'est un mouvement qui fut très positif, qui pensait que les gens peuvent s'améliorer. Ceci est contraire, bien entendu, à la compréhension des philosophes libéraux que nous connaissons, libéraux contemporains tels que John Rawls, dont les enseignements sont largement étudiés dans les universités, et qui supposent qu'il y a des gens dans la société qui ne sont pas bons et ont donc besoin de construire des institutions pour protéger l'ensemble de la société contre. S'il n'y a pas d'institution pour protéger les gens, le mal peut détruire peut détruire la société. Et ces philosophes avaient peur de la corruption et voulaient construire une sorte de machine institutionnelle qui protégerait tout le monde afin que la situation ne dépende pas de la vertu. C'est aussi ce qui a traversé l'esprit des pères fondateurs de l'Amérique. Ils ont très bien compris que les bonnes sociétés, alors, ont de bonnes personnes qui les dirigent. George Washington, Thomas Jefferson avaient compris ce qu'est la vertu civique. Mais ils ont également voulu construire un système qui protégerait les gens. Le rôle de la méthode n'était pas de rendre les gens plus vertueux, mais de protéger les bons des mauvais. C'est une direction complètement différente de ce qui se faisait à l'époque de la Renaissance. Personnellement, je pense que nous avons besoin des deux, à la fois de bonnes institutions et de bonnes personnes. La question est de savoir quoi faire lorsque les institutions échouent. Platon et Aristote croyaient que les institutions pouvaient être conçues pour rendre les gens meilleurs. Ils ont fait valoir que tout système de gouvernement, qui en fin de compte aggrave la situation des gens, est un mauvais système. Platon a même attaqué le système démocratique parce qu'à son avis, il rend les gens pires. Aristote, eh bien, étonnez-vous, le pensait aussi. Il croyait qu'un bon système politique est celui qui rend les gens meilleurs. C'est ce sur quoi ils se sont concentrés. Contrairement à eux, l'objectif du libéralisme moderne est de protéger la liberté des individus contre les mauvaises personnes qui pourraient détruire le système en place. Pour cette raison, lorsque la moralité vient à se détériorer, il doit y avoir de plus en plus de lois et vous devez même commencer à traquer les gens, vous devez vérifier les gens parce que vous ne pouvez pas l'être. Je suis sûr qu'ils sont bons.
Pour le professeur Hankins, il est important de souligner que la Renaissance n'était pas une utopie. Ce n'est pas qu'à la Renaissance, tout le monde devenait bon d'un seul coup. Parmi les humanistes, il y avait aussi de la concurrence. Il y avait beaucoup de discussions entre eux pour savoir qui écrivait bien, qui n'écrivait pas. Les humanistes étudiaient la langue, l'écriture et les discours publics afin de pouvoir faire meilleure société, avec de meilleures valeurs, et pour qu'ils puissent tout faire pour parler d'une excellente manière, s'exprimer. C'est-à-dire que malgré la compétitivité qui existait, la raison finale fut de préserver l'amélioration de la société. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas cela et nous perdons nous perdons dans le monde moderne. Aujourd'hui, ils vous diront que vous n'êtes pas obligé d'étudier les anciens. Il suffit de, comment dirais-je, de renforcer les études bibliques ou les cours de religion dans le système éducatif et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je ne suis pas contre, ne vous trompez pas. Si vous voulez apprendre de l'expérience de l'histoire, vous devez vous rappeler, au XIVe siècle, il n'y avait pas d'éducation religieuse. Si vous vouliez recevoir cette éducation-là, vous deviez suivre des cours dans un monastère ou la prendre à la maison avec des précepteurs. En pratique, beaucoup de gens ne vivaient pas dans un monastère et ne recevaient pas cette éducation religieuse à la maison. En tout cas, les humanistes de l'époque ne pensaient pas que ce qu'ils faisaient était en conflit avec la religion. Au Moyen-Âge, le naturel et le surnaturel étaient intégrés l'un dans l'autre. Le philosophe, d'ailleurs, Thomas d'Aquin, qui est considéré comme le successeur de la voie philosophique d'Aristote, a écrit que le naturel est d'être heureux dans la vie et le surnaturel est d'être heureux dans la prochaine vie. Mais en tout cas, toujours d'être en quête de ce bonheur. Il existe un texte célèbre et populaire, lu par les chefs d'église à l'époque de la Renaissance. Il a été écrit par ce chrétien ce que l'on nomme Basile le Grand, Basile de Césarée, au IVe siècle après Jésus-Christ. C'est un texte très court destiné aux jeunes garçons. Ce qu'il dit, qu'il y avait de la musique aux oreilles des humanistes. Il a écrit que les garçons chrétiens devraient apprendre les écritures classiques. Même si cela ne leur apporte pas le salut, cela les préparera à être plus vrais. De rajouter, quand vous êtes moine, vous ne pouvez pas gagner le salut à moins que vous ne remplissiez bien vos devoirs dans cette vie. Vous devez étudier les écritures classiques, mais d'une manière qui convient à la religion. Je parle du christianisme, vous faites le parallèle avec le judaïsme, nous nous retrouvons dans le système de l'éducation religieuse. Il y avait aussi d'ailleurs des sages juifs qui étudiaient les écrits classiques et ne les voyaient pas comme une contradiction avec la religion. Vous en connaissez le plus célèbre, le Rambam. C'est vrai, et même aujourd'hui, il y a des rabbins, des intellectuels qui l'encouragent. J'ai entendu dire que des juifs en Amérique avaient récemment ouvert des programmes d'études classiques, à Princeton par exemple. Il y a un groupe juif qui a ouvert un tel programme. Il y a un grand mouvement d'études classiques, là-bas, aux États-Unis, qui lutte contre la corruption dans l'enseignement public. Plus d'1 million de personnes étudient maintenant des études classiques. Étonnant, intéressant. Il est étrange qu'en ce moment, le représentant le plus éminent de la Renaissance dans la littérature que nous étudions soit précisément Nicolas Machiavel, dont l'une des œuvres célèbres est Le Prince, dans laquelle l'intrigue politique décomplexée est promue, plutôt que les idées morales. Aujourd'hui, Machiavel est considéré comme le père de la politique moderne, une figure qui a jeté les bases de la science politique et des relations internationales. Machiavel. C'est un bon point. C'est l'un des points que j'essaie de transmettre dans le livre quand les gens pensent à la pensée politique de la Renaissance. Ils pensent à Machiavel, l'écrivain politique le plus lu au monde.
Mais Machiavel ne représente pas, dit Hankins. Il s'est moqué du système. Il n'a pas accepté ce qui s'est passé à la Renaissance. Il s'est tenu de l'autre côté. Il a regardé les efforts de Pétrarque pour rendre les gens meilleurs et a pensé que là, c'était un échec. La raison en était la réaction des Italiens à l'invasion française du pays en 1494. Machiavel pensait que la pensée humaniste les rendait faibles. Aujourd'hui, il est lu partout. Chaque école aux États-Unis, ceux qui enseignent la théorie politique enseignent Machiavel. À mon avis, il y a une très mauvaise, Machiavel a une mauvaise influence sur la politique. Mais concluons. Le professeur Hankins cite un dicton des Romains: la République la plus corrompue a le plus de lois. Entendez bien. Plus vous êtes corrompu, plus vous avez besoin de lois, dit-il. Vous devez également suivre les citoyens et vous avez besoin de la police pour faire respecter les lois. C'est un signe que les gens ont perdu leur force morale et leur capacité à voir les choses dans leur ensemble. Ils ont perdu leur but et leur raison d'être. Une situation, la société doit être reconstruite. Et cela ne peut se faire qu'en changeant le système éducatif. Et ce système éducatif, par une étude qui nous permet de retrouver ces valeurs et ces vertus qui sont l'essence même de l'être. Toda Rabba, Shalom, et à très bientôt avec ce paysage magnifique de la mer Méditerranée. Shalom.